Donc installez-vous confortablement pour cette dernière partie de la matinée ensemble. Donc ici dans le studio 1, dans le studio 5 aussi qui apparemment est plein également à Flagey, et puis par le live stream. Donc pour cette dernière partie de la matinée ensemble, nous avons un magnifique panel de personnes venant du secteur de la santé ou du social, et qui tous et toutes ont un lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec l'aide et les soins centrés sur les objectifs de vie de la personne. L'objectif de ce panel, c'est de montrer effectivement que tout le monde peut être concerné de près ou de loin par cette approche, et eux, toutes ici, eux et elles, appliquent déjà cette approche au quotidien, sans nécessairement le nommer tel quel, et on verra d'ailleurs ça dans les échanges, que ça ne s'appelle pas toujours pareil, mais en tout cas la philosophie est très similaire. Et donc dans le panel aujourd'hui, je vais le faire dans l'ordre comme ça, hein. Je vais commencer par Véronique. Véronique est diplômée en ergothérapie. Tu as exercé cette profession au domicile des personnes dans le cadre de conseils en aménagement, beaucoup. Tu as ensuite coordonné des projets et l'équipe d'ergothérapeutes dans un service conseil Solival pendant près de 15 ans, et travaillé aux politiques et stratégies médico-sociales dans ta fonction de collaboratrice du staff médico-social d'une mutualité belge. Passionnée par l'innovation sociale et les nouveaux modèles organisationnels plus éthiques, plus responsables et moins pyramidaux, tu t'es formée en cursus international sur les modèles conceptuels en matière de santé, et tu réfléchis et inities des nouveaux modèles de développement, et tu utilises ton approche pour favoriser une réflexion holistique et transversale de la santé dans une dimension très locale, que ce soit via le déploiement de l'ASBL, Ergo 2.0, ou en tant qu'administratrice au sein de l'ASBL PMR Récup, qui sont de beaux exemples illustratifs de cela. À côté de Véronique, tu ne t'appelles pas du tout Isabelle, Thierry Whiteley. Thierry est médecin généraliste, psychothérapeute systémique et alcoologue. Thierry a travaillé pour ADD Carmonde au Guatemala, au sein d'une maison médicale à Linkebeek, dans un espace santé, et à la Chaloupe à Otigny. Donc voilà, beau voyage. De 2000 à 2008, Thierry, tu as été secrétaire général adjoint de la Fédération des maisons médicales. Actuellement, vous êtes directeur médical du service Patchwork, service spécialisé en ASSUétudes, coordinateur aussi du réseau ASSUétudes du Brabant Wallon, ayant pour mission de coordonner et développer les offres et les besoins en termes d'ASSUétudes sur le Brabant Wallon, et enfin membre du réseau ALTO, un réseau développant une offre de formation et d'intervision pour les acteurs de première ligne autour de toutes ces problématiques d'addiction. Donc merci aussi à Thierry d'être là. Anke, je hebt een bachelor orthopedagogie. En je hebt ook 5 jaar met die bachelor als opvoeder gewerkt in leefgroepen met tieners met problemen, met beperkingen. Daarna behaalde je je master in orthopedagogiek met een masterproef die al een eerste lijn gaat geven over ons onderwerp vandaag: vraaggestuurd werken in integrale jeugdhulp. In 2016 ben je gestart bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Antwerpen. Eerst als opvoedingsconsulent en dan stafmedewerker, projectcoördinator en teamcoördinator. En sinds 2020 ondersteun je de teams daar bij het ontwikkelen van resultaats- en doelgerichte methodische kaders. En we gaan ook zien, het gaat ook over jullie interne aanpak van doelen stellen. En naast Anke hebben we dan Leen. Leen, jij start in 2006 als verpleegkundige in wijkgezondheidscentrum Nieuw-Gent. Sinds 2010 ben je daar actief als zorgcoördinator. Dus je ondersteunt een multidisciplinaire aanpak rond doelgerichte zorg. Je bent er zelf nog heel veel mee bezig, want dat is ook het gesprek die wij hadden. Je volgt ook zelf nog patiënten op, vooral met diabetes, dus patiënten met een chronische ziekte. En sinds enkele jaren ben je actief ook in de opleiding van de verpleegkundige van Hoogent als praktijklector. Puis nous avons
Elisabeth, tu es diplômée en art infirmier, jusque-là correct. Tu as travaillé comme infirmière aux urgences des cliniques de l'Europe. Tu as toujours voulu te concentrer sur un suivi plus durable et la prévention, et donc tu deviens infirmière à la maison médicale Antenne Tournesol, et tu prends la tâche de gestion de projets pluridisciplinaires autour de la prévention. Suite à l'appel de projet de la Fondation Roi Baudouin, tu as mis un projet en place autour des objectifs de vie, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, tu expérimentes depuis plusieurs mois des outils de définition des objectifs de vie et les conditions de mise en place de ces plans de soins dont on a entendu parler dans plusieurs présentations, pour des personnes présentant surtout des situations complexes et une perte d'autonomie. Voilà, en last but not least dan Geert. Geert, jij bent maatschappelijk werker en contextueel opgeleid. Je hebt onder andere gewerkt in het psychiatrisch centrum van Sint-Amandus-Bernum, Start in West-Vlaanderen, een thuisbegeleidingsdienst voor personen met beperking. En, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Ooikonde, in Brugge, Oostende, pleegzorg voor volwassenen met een beperking. Vandaag ben je directeur van Ondersteuningsplan West-Vlaanderen. Je gaat ons daar ook meer over vertellen, wat jullie juist doen. En je bent ook gastdocent in de opleiding Doelgerichte Zorg van Vivel, waar dat we het in de presentatie van net ervoor ook hebben over gehad. Et donc, bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté de participer à ce panel. En misschien een eerste vraag die misschien heel persoonlijk is en waarschijnlijk ook heel verschillend voor ieder van jullie. Maar wat heeft jullie in jullie persoonlijk parcours, en het kan ook een stukje professioneel zijn, maar echt jullie verhaal, wat heeft er jullie toe geleid om op een bepaald moment echt te gaan nadenken over, ik zal het nu even nog doelgerichte zorg en ondersteuning noemen, maar wat dat jullie praktijk is, wat heeft die shift eigenlijk tussen het meer klassieke en deze aanverwante praktijken? En ik ga dat aan ieder van jullie vragen. En Anke, ik zie dat je naar mij kijkt, dus ik ga met jou beginnen. Wat heeft jou toegeleid om die aanpak aan te gaan? Ik denk sowieso in sociaal werk dat dat een aanpak is die al veel langer bestaat of die dat ons veel meer typeert om vanuit de doelen van onze cliënten dan aan de slag te gaan. Ik merkte ook in mijn werken met jongeren dat wij veel effectiever waren als wij heel dicht bleven bij waar dat zij zelf achter stonden. Zeker tieners, die zijn heel rebels, heel puberaal gewoon. Als je dan heel goed kunt te pakken krijgen van wat is dat nu waar dat zij rond willen werken of wat dat hen vooruit laat gaan in het leven en je kunt daarmee aan de slag en je kunt hen daarin ondersteunen, kom je gewoon veel verder. Dus ik denk dat dat wel een eerste bevinding geweest is. Ja. Ja. Die ondersteuning van de jeugd en die je dan nu verder in de zorg. Thierry, vous avez aussi une histoire très personnelle par rapport à qu'est-ce qui vous a amené à évoluer dans ces concepts-là. Je dirais deux choses, une partie personnelle et une partie peut-être plus professionnelle. Partie personnelle qui remonte très très loin, quand j'avais à mon avis une dizaine d'années. Je pense que ma mère a vécu un épisode de dépression qui n'a jamais été nommé d'ailleurs. Et à un moment donné, elle s'est engagée dans un centre de formation et elle a découvert l'art floral. Et donc elle s'est investie là-dedans, elle est ressortie de ce processus de dépression où elle s'est vraiment éclatée dans cet art floral, ce qui était à la fois bénéfique pour elle et pour moi, puisque j'ai appris à faire la cuisine et à repasser, puisqu'elle était tellement prise par ces trucs que voilà, il fallait bien que je me débrouille, qu'on se débrouille. Donc c'est un premier élément, cette espèce de perception un peu indirecte et inconsciente où aborder les choses de manière différente par quelque chose de la création était intéressant. Au niveau professionnel, assez rapidement dans ma pratique de médecine générale, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose en fait dans le soin, qu'il y avait besoin de pouvoir aller un peu plus loin dans la rencontre avec l'individu. Et je pense que c'est ma femme qui m'a poussé à faire une formation en thérapie systémique parce que je rentrais à minuit de mes consultations et qu'elle commençait un peu à en avoir marre. Elle me dit il faut que tu te formes parce que ça va pas. Et donc j'ai entamé en fait ce chemin-là. C'est les patients qui m'ont amené quelque part à aller au-delà de ce qui était cadré en fait.
Et donc progressivement, les choses se sont mises en place et on s'est rendu compte, notamment au niveau des maisons médicales dans lesquelles on était, de cette importance de pouvoir ouvrir le champ d'intervention. Leen, jullie waren al een beetje, denk ik. Hè? Jullie waren, en toen kwam je Pauline tegen. Toen kwam ik Pauline tegen. Pauline heeft ons mij in eerste instantie geïnspireerd over doelgerichte zorg. Door haar heb ik het leren kennen. En mijn eerste gevoel daarbij was van ja, binnen onze interdisciplinaire werking, dat is een schoen die ons past. Zo kijken wij eigenlijk naar zorg. Alleen hadden we daar nog niet direct een structuur voor of een aantal tools. En door doelgerichte zorg te leren kennen, heeft dat die deur voor ons wel een beetje geopend. Ik was ook op zoek als zorgcoördinator die nog wat aan het ontdekken was wat mijn job eigenlijk zou zijn of hoe ik die verschillende disciplines kon laten samenwerken op zoek naar een efficiënte manier om te werken rond chronische patiënten, om wat duidelijk te maken wie welke taak op zich zou nemen. Ik was ook op zoek naar een meer uniforme taal die we als verschillende disciplines zouden kunnen spreken. Want ik hoorde het daarnet ook al, het is niet omdat je in een wijkgezondheidscentrum werkt dat je per definitie doelgericht werkt. We kunnen dat wel zeggen, maar er zijn daar ook dingen voor nodig om dat te kunnen doen. En doelgerichte zorg biedt daar wel een mooie structuur, mooie handvaten en mooie tools voor. Ja. Dus ook een evolutie tot als je tot die gemeenschappelijke taal kwam dan. Absoluut, ja. Zeker. En still going. Véronique aussi, hein, un peu l'évolution d'une pratique peut-être plus classique au départ, et puis vraiment ce constat que c'est important de changer. Oui, mais donc d'abord au début, le core business de l'ergothérapie, c'est vraiment de partir de l'activité des personnes. Et je me souviens déjà au cours d'un débat qu'on avait eu sur le terme patient, je ne vais pas entamer le débat ici, mais où je me souviens qu'on me disait que patient, du latin, ça voulait dire endurer, et donc souffrir, et où on avait eu la réflexion, est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut en tant qu'ergothérapeute, ou est-ce que c'est le fait que la personne soit actrice, et d'où le terme action que certains utilisent. Et donc voilà, ça c'était le début de la réflexion qui amène évidemment à une ouverture beaucoup plus large après sur la réflexion objectif patient. Et puis alors ça sera peut-être une expérience un peu plus personnelle en devenant parent. Et moi je trouve qu'il y a vraiment un parallélisme qu'on peut avoir parce qu'on arrive aussi en tant que parent avec nos enfants en disant on sait, alors que la seule chose que je sais c'est que je ne sais pas. Et donc, l'idée aussi, c'est de se dire, quand on veut avoir un projet de vie, comment est-ce qu'on peut réfléchir au projet de vie de nos enfants, outre le fait qu'ils se soient lavés les dents, qu'ils soient en bonne santé, etc., c'est beaucoup plus large. Et donc, comment est-ce qu'on réfléchit ensemble, avec nous, en tant que parents, nos connaissances, et encore, et les enfants, comment on les aide à exprimer leurs besoins, comment on les aide aussi à réfléchir à comment est-ce qu'ils veulent qu'on réponde à leurs besoins, parce que parfois en tant que parent on dit ok, on peut répondre à vos besoins, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas du tout comme ça que les enfants ont comme attente. Et je trouvais qu'on pouvait vraiment faire le parallélisme aussi dans notre travail de tous les jours, c'est de voir comment ensemble la famille, qui sera peut-être différente que la famille de sang, mais voilà, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut vivre heureux ensemble, moi en tant que professionnel de santé, vous en tant que bénéficiaire, pour vous permettre d'avoir un projet de vie qui soit abouti, chacun à sa juste place. Elisabeth, peut-être aussi encore un partage de votre évolution personnelle vers cette approche-là. Oui, chez moi, en fait, ça date de l'éducation. Donc, ma première année en études d'infirmière, un des cours dont je me rappelle encore, c'était un cours qui s'appelle en néerlandais, ça parlait de zelfzorg. Donc, ça parlait du fait que quand on fait un soin à un patient, le plus important, c'est de voir ce que le patient sait faire lui-même et de le laisser faire ou de le motiver à faire ces choses par lui-même. Et je me suis rendu compte en faisant mes stages, en commençant à travailler, que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire très peu parce qu'il faut prendre son temps.
Et en commençant à travailler pour la maison médicale où je travaille maintenant, avec l'idée, entre autres, de travailler en groupe pluridisciplinaire et en mettant le patient au centre, comme est marqué dans notre charte de notre maison médicale. On a cette idée en tête, on pense qu'on va pouvoir faire ça, mais on a toujours tendance à retomber dans cette espèce de rôle de professionnel de santé qui sait et qui prend en fait, qui reprend en fait les choses que le patient pourrait faire lui-même. Et donc, on a entendu parler du projet via une de mes collègues, et en lisant l'appel à projet, je me suis rendu compte qu'en fait, ça cadrait bien dans ce qui était important pour moi, c'est-à-dire plutôt que de mettre juste le patient au centre, de lui rendre sa voix, en fait, de lui rendre la possibilité d'être acteur, mais aussi juste de pouvoir expliquer ce qui est important pour lui, et donc pour nous, plutôt que de faire ce qui nous semble important, de vraiment le savoir et de faire ce zelfzorg que j'avais appris en première année. Merci, Elisabeth. En Geert, ook bij jou was maatschappelijke werk waarschijnlijk dialoog in het begin, maar waarschijnlijk ook persoonlijk ben je daar ook in geëvolueerd over de jaren, over die aanpak dan. Inderdaad, ik denk zo over geen 30 jaar dat ik, het is misschien al wat meer, dat ik aan het werken ben, merk ik dat ik altijd zo wat op de twee stoelen heb gezeten. Hè. Enerzijds doorheen mijn loopbaan, het was vooral de sectorpersonen met een beperking, mensen die toch wel moeilijker hebben om zich uit te drukken, mensen die soms ook over het hoofd gezien worden, waarvoor dat er gezorgd wordt. En doorheen mijn jobs ook binnen die sector zijn ook ideeën gaan groeien, maar heel sterk ook vanuit mijn persoonlijke stoel dan. Ik ben zelf een schoonbroer, een schoonbrus van dus een schoonzus met een beperking, waarvoor dat wij toch 30 jaar samen ook, waarmee dat we 30 jaar samen geleefd hebben. Hè. Ook voor gezorgd, de zus van mijn vrouw, samen met onze 3 kinderen ook. En wij hebben zo wat al die zaken ook, al die etappes doorlopen doorheen haar levensparcours. Een aantal zaken daar rond, misschien mag ik het niet enkel hebben over de negatieve zaken, maar toch een aantal dingen die mij triggerden, was vooral dat er toch een aaneenschakeling was van heel veel verschillende trajecten, heel veel verschillende hulpverleners. Op een bepaald moment, zeker naarmate dat ze ook behoeftiger werd, als ze ook ouder werd, hadden wij een ondersteuning van een 6 tot 8-tal organisaties binnen zowel welzijn, sector personen met beperking, als ook binnen zorg. Dat ging over een kort verblijf, dat ging over een dagcentrum, dat ging over een dienst voor pleegzorg die ons ondersteunde. Dat ging ook over de dienstgezinszorg, ook verpleging aan huis. Op een bepaald moment ook de zorg gedeeld met een wooncentrum voor mensen met beperking. En op een bepaald moment hadden wij eigenlijk ook te maken met een stuk of 6 handelingsplannen rond ons Tante Anne. En dan moesten wij daar heel veel tijd in steken. We moesten altijd bij elke organisatie terug het handelingsplan gaan bespreken dat gemaakt werd over haar. Meestal gebeurde dat in het team, zonder veel samenwerking met ons. Laat staan dat ook Anne zelf kon haar doelen bepalen of op de hoogte was wat er gepland werd voor haar in haar leven. Dus voor mij was dat wel een trigger. Ik liep parallel, was ik ook actief binnen die sector. En dan zijn we eigenlijk kunnen starten eind jaren 98 met projecten trajectbegeleiding voor personen met een beperking. Dat was zo een boeiend voortraject van een aantal jaren. En van daaruit is ook een stuk, het zit heel dik natuurlijk bij die doelgerichte zorg. Die trajectbegeleiding haalt ook uit, heel sterk vanuit het burgerschapsparadigma. Mensen met een beperking zijn burgers. En die hebben mogelijkheden en talenten die moeten ondersteund worden, maar tegelijkertijd moeten zij ook wel zelf hun leven kunnen plannen en leiden. Zelf aan het stuur van hun leven zitten. En dat was boeiend, want vanuit die project- en trajectbegeleiding, het is een lang verhaal, maar wat, zijn ook later die diensten ondersteuningsplan ontstaan. Dus ik mocht daarmee
aan de wieg staan. En wij hebben dan ook die diensten mogen uitwerken. In de zin dat wij planmakers zijn. De enige job dat wij hebben bij de DOP's, over heel Vlaanderen, ja, wij zijn planmakers. Wij mogen eigenlijk onafhankelijk van gelijk welk aanbod of begeleiding, mogen wij gewoon met mensen gaan zoeken rond die doelen. Met die mensen plannen maken. Niet alleen maken, het zijn niet enkele... we gaan ook geen droomfabrieken maken, maar we gaan ook de plannen uitvoeren, linken. En dat was wel een boeiend traject, omdat ik daar toch ook wel sterk geïnspireerd werd vanuit mijn eigen rol als ervaringsdeskundige, kun je dat noemen, mantelzorger, schoonbroer. En dat heeft mij altijd ook wel gedreven om verder in die richting te kunnen toch iets op poot te zetten dat eigenlijk volgens mij toch wel een grote meerwaarde heeft. Dank jullie wel alvast ook voor die persoonlijke getuigenissen, want inderdaad, het is ook een stukje een persoonlijk verhaal. On a vu tout à l'heure dans la présentation, quand Isabelle nous a présenté la roue, qu'effectivement, la première étape où on s'ouvre, on invite la personne, le patient, le client, le bénéficiaire, à formuler ses objectifs, mais c'est pas si facile que ça, en fait, de formuler des objectifs. On nous a pas toujours appris à pouvoir formuler, même au-delà d'être patient ou dans un besoin d'accompagnement, de formuler des objectifs. Il y a des outils pour ça, Véronique, et je pense que c'est un de vos sujets où vous approfondissez un peu. C'est quoi les outils, c'est quoi, au-delà de la démarche personnelle et de l'écoute personnelle, comment s'outiller? Oui, donc il y a différents outils qui ont déjà été présentés d'ailleurs avant avec l'outil d'Eneo par exemple. Et c'est vrai que nous on réfléchit les ergots tous ensemble à différents outils. On a le Bubble Boost qui existe aussi, on a le Cozy Story. Donc ce sont tous des outils qui permettent aux personnes de réfléchir à différentes étapes, à différents éléments de leur vie ou de leur projet de vie. Quand on m'a posé la question à moi-même, quel est votre projet de vie ? Même moi, je savais pas à y répondre. Et donc, en utilisant ces outils, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Si je reviens avec la famille, c'est la même chose pour les enfants. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et dans la vie de tous les jours, on nous a jamais appris vraiment aussi à exprimer. Et donc, c'est important d'utiliser des outils et de peut-être pas non plus se figer à un seul outil, parce que toute personne est différente. Et l'idée, c'est d'avoir un panel d'outils et de pouvoir voir aussi avec la personne quel est l'outil qui fonctionnera le mieux. Et ne pas vouloir être rigide, de vouloir utiliser un outil coûte que coûte. Et parfois, eux viendront avec des idées. Et quand je disais, on sait, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, c'est que quand parfois on arrive avec des outils en disant celui-là, il fonctionne, et puis finalement, ça ne fonctionne pas du tout avec cette personne-là parce que son passé, son vécu, toute une série de choses qui font qu'elle est unique, fait que ça ne fonctionne pas. Donc ça vaut la peine aussi d'avoir différentes solutions. Et le premier outil, ce sera pour nous l'écoute. Donc apprendre à écouter sans avoir d'arrière-pensée dans la tête et sans avoir de lien directement que l'on va faire avec notre métier, avec nos connaissances. On parlait pendant la pause avec une collègue en disant on a l'impression qu'on apprend, dont aujourd'hui on apprend. C'est elle qui m'expliquait ça, elle est dans la salle. Et puis après on arrive au-dessus, puis on redescend et puis on se rend compte qu'en fait il y a encore énormément de choses et que tout ce qu'on avait appris, c'est pas nécessairement ça. Et c'est pas tous ces outils-là qui vont vraiment nous permettre uniquement d'avancer. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, mais qu'avant tout, c'est être écoute et arriver à faire table rase de ce qu'on sait. Leen, in jullie organisatie hebben jullie ook gemeenschappelijke tools die jullie gebruiken? Of ontwikkelt ieder zijn eigen tools? Of hoe gaat het dan bij jullie? Er zijn gemeenschappelijke tools. Er is één methodiek die we hebben ontwikkeld om tot een chronisch zorgplan te komen bij complexe, kwetsbare patiënten, mensen waar veel hulpverleners bij betrokken worden. En dat is een methodiek waarin elke hulpverlener zijn rol kan spelen, weet te spelen. Waarbij ook elke hulpverlener, zij huisarts, verpleegkundige, afhankelijk van de relatie met de patiënt, de initiator kan zijn of het eerste gesprek kan voeren. Maar voor mij voelt het toch ook... Het is goed om structuren te hebben en om methodieken en tools, maar de skill of de vrijheid voelen of de ruimte voelen, de tijd hebben om uit de schoenen van de hulpverlener te stappen en even naast uw patiënt, ik spreek ook van patiënten vaak, te gaan zitten en een authentiek gesprek te voeren over wie zijde jij en wat interesseert er u in het leven. En zoals dat we iemand tegenkomen op café en een gesprek zouden voeren. En daar zelfvertrouwen in krijgen is denk ik
een heel belangrijke tool om aan de slag te gaan. En die tools die bestaan, vind ik super om daar een beetje zelfvertrouwen in te krijgen, wat structuur in te brengen. Maar ik merk ook dat collega's die ze gebruiken en aan het begin staan van een traject binnen doelgerichte zorg, dankzij die tools meer en meer hun eigen verhaal schrijven. En je ziet die tools dan wat in de schuif belanden en dat zit in een eigen receptje of in een eigen vorm in elke hoofd van de hulpverlener. En zo zie ik het graag gebeuren eigenlijk. Ja, het geeft je structuur, vooral in het begin, als je ermee start. En daarna vind je je eigen draai daarin. Quelqu'un veut compléter? Iemand iets toevoegen op die vraag van de tools? Ik wil misschien nog wel even inpikken op wat u net zei. Ook bij ons is vraagverheldering een heel groot deel van onze manier van werken, is wel onze basis. En dan is vooral uw basishouding daar de belangrijkste tool in. Dus het is vooral daarop inzetten. Ik merk ook, wij werken met heel veel mensen die minder gezien zijn, of die hun stem minder hoort in het publieke debat. Dat zijn ook mensen waarvoor die tools vaak niet werken. En dan moet je wel out of the box gaan denken en gaat het vooral om uw authenticiteit en om je kunnen invoegen in het verhaal van uw cliënt, om daar zelf ook dingen aan te kunnen toevoegen en daar heel bewust mee om te gaan. Dank u. Thierry, vouliez compléter? Oui, je rejoins assez bien tout ce qui a été dit. En fait, le terme outil me fait un peu peur parce que outil dit méthodologie, dit en fait une espèce de processus qu'il faudrait traverser. Je pense en fait l'élément premier et fondateur, c'est de pouvoir créer du lien thérapeutique. C'est la seule chose qui est vraiment efficace, surtout dans les maladies chroniques, dans la pathologie chronique, et donc de pouvoir voir comment je vais faire du lien avec celui qui est en face de moi. Et faire du lien, c'est passer du temps, c'est de pouvoir connaître son histoire, d'être curieux, de parler, d'écouter, d'attendre. Et puis après, oui, il y a des outils. Forcément, déjà, la communication est un outil, la métaphore peut être des outils. Pour moi, en fait, on rentre dans un processus, c'est comme si on part en randonnée. En randonnée, on se suit. Alors parfois c'est un qui est devant, parfois c'est l'autre qui est devant, parfois on va être côte à côte. Et je pense que tout le processus, il est là, dans ce chemin qu'on va construire ensemble. Et l'important, en fait, la seule chose qui est importante, c'est le chemin. Pas l'objectif, mais le chemin qu'on fait ensemble. Ja, zeker. Ja, ik wil even inpikken nu. Ik volg ook wel mijn collega's hier, de voorgaande. Wij hebben, wat Leen ook zei, wij hebben nu bijvoorbeeld wel wat meer de luxe om niet met begeleiding of met zorg bezig te zijn. En dat klopt ook wel. Op het moment dat je daar de tijd krijgt om met je cliënt, je patiënt, een stuk dat proces te kunnen gaan. En bij ons is dat onze job. Dus wij gaan bij mensen langs. Maar wat ik weinig gehoord heb, is zo van... dat is dan heel eigen aan de methodiek die wij doorheen 10 jaar hebben ontwikkeld. We werken heel sterk met denkgroepen, met steungroepen rond die centrale persoon. En het boeiende daarvan is ook wel, zij nodigen zelf de mensen uit die ertoe doen. Die hen goed kennen, die ze graag hebben. Niet vanuit de norm van de hulpverlener dat wij gaan die groep samenstellen. Zij nodigen zelf uit, ook bij hen thuis, op een plaats, op een manier dat ze willen. En daar merk je dan, krijg je toch een heel boeiende positie als facilitator, hulpverlener-facilitator, waarin dat je dan vanuit het stellen van goede vragen, want eigenlijk geven wij nooit adviezen. We geven ook geen informatie. We stellen vooral veel vragen, proberen goede vragen te stellen, want eigenlijk de deskundigheid zit rond de tafel. De mensen die die persoon best kennen. De ervaringsdeskundigheid, of dat kan ook een leerkracht zijn, de ouders, een broer, een zus, een buur, een vriend. En het boeiende daarin is dat je daar dan eigenlijk wel vanuit al die perspectieven, maar zeker ook de stem van de cliënt zelf. Bij ons is dat niet altijd makkelijk, dat zijn mensen met een handicap. Mm-hmm. En daar is het echt zoeken. Wij, bijvoorbeeld bij de diensten ondersteuningsplan, wij visualiseren enorm. Mensen die de DOP's kennen, die weten dat wij werken met grote flappen, heel veel tekenen. Maar eigenlijk ook wel op tempo van die cliënt. En dat netwerk is dat ook wel goed voor de mensen er rond, omdat je wel verdiept. En dit is een langdurig proces soms, en dat is soms de kritiek erop ook, dat je daar tijd moet insteken. Maar ik heb ook al gehoord bij een van de sprekers dat je die tijd terugwint in de cirkel. We hebben ook die ervaring, dus als je daar goed in investeert. Ja, daar gaan we zo op terugkomen. Ja, okay. Maar misschien nog heel even, Elisabeth, dan over tools, en dan gingen we inderdaad over tijd. Oui.
Ce que moi je voulais encore dire, entre autres par rapport à ce que Lynn disait, c'est que, et par rapport à ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'il faut voir plus loin que les outils, et peut-être qu'on peut plus regarder ça comme une aide qu'un outil. Le côté très positif aux outils qui sont disponibles, c'est le fait que ça brise la glace, aussi bien du côté des professionnels que du côté du patient. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en allant chez le patient et en parlant d'objectifs de vie, déjà il nous regarde, de quoi est-ce que vous nous parlez, le fait d'arriver avec un outil et de montrer qu'il va y avoir quelque chose d'écrit, quelque chose de tangible avec lequel on va travailler. Au départ, on n'est pas obligé de continuer avec les outils par la suite. Ça permet de commencer la discussion et ça permet parfois aux patients de participer aussi. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on utilise beaucoup l'explorateur d'objectifs, donc le Doelzoeker, parce que c'est avec des petits stickers que les patients eux-mêmes peuvent utiliser. Et que donc il y a une participation, c'est-à-dire que j'ai certains patients qui sont plutôt du genre à dire faites ce qu'il y a mieux parce qu'ils me connaissent et parce qu'on a une bonne relation, mais ça rend la chose plus difficile parce qu'ils ont tendance à vouloir que ce soit moi qui leur donne les réponses. Or un outil, ça peut permettre justement de remettre la parole aux patients en disant non mais me demandez pas ce qui a marqué sur le sticker, qu'est-ce que vous voyez sur le sticker, c'est qu'est-ce que vous en sortez. Donc c'est vrai que l'outil doit être bien utilisé et qu'on doit utiliser une espèce de façon d'être, ou je ne sais plus exactement les termes que tout le monde a utilisés qui étaient bien mieux que les miens, mais on utilise l'outil aussi, comme je disais, pour briser la glace et pour commencer la discussion. Et ça, c'est très pratique parce que c'est pas facile en tant que soignant, quand on a toujours travaillé dans une autre optique, de commencer avec les objectifs de vie. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est difficile à mettre en pratique. Et donc les outils, ça peut aider et le patient et le professionnel. Donc je pense que c'est aussi positif. Structureel. Merci Elisabeth. En inderdaad, Geert, je zei het al, hè, een van de tegenargumenten voor al deze aanpak is het feit dat het soms tijdsintensief is, vooral in het begin van het parcours. We hebben al 1 keer gehoord van ja, maar je wint die tijd wel terug later. Misschien een beetje jullie ervaringen daarmee van het feit dat jullie het doen, waarschijnlijk zijn jullie overtuigd dat het een goede investering is van de tijd, maar hebben jullie misschien een paar illustratieve voorbeelden van het feit dat het belangrijk is dat je in het begin van het parcours net die tijd neemt, zodat je die later terugvindt. Ik weet niet wie daar als eerste op wil. Ik wil misschien even reageren. Ja? Van mijn kant daarop. Ik had die voorzet wat gegeven ook. Wij zien, als je dan inderdaad een proces gaat, en dat kan wel wat duren, bij ons kan dat een aantal maanden duren, tot zelfs een jaar. Mensen hebben soms ook tijd nodig om de zaken terug te laten bezinken na de samenkomsten. Een aantal dingen uit te proberen. Maar een mooi voorbeeld is ook, we hadden toch wel een heel boeiend traject gelopen bij een vrouw met een zwaar meervoudige beperking, samen met haar ouders en ook de broers en de schoonzussen. En er was daar ook wel een gezinsverzorgende bij toen. En met die mensen hebben we heel goed kunnen in kaart brengen wie dat hun dochter of hun zus is. En op een bepaald moment, er is ook een ondersteuningsplan uitgewerkt toen. Dat plan eigenlijk, dat is een middel natuurlijk, een plan. Ik denk, een plan is ook iets dat je ook niet mocht op blind staren, want een plan is enorm evolutief. Ik is dat een werkinstrument. Het is een instrument dat je kunt gebruiken. Die mama was op een bepaald moment heel blij, niet heel blij, want haar dochter werd opgenomen in een ziekenhuis. Zij communiceert niet of heel moeilijk, enkel met gebaren en met geluiden. Maar voor die mama was het echt een geruststelling dat ze heel haar verhaal niet moest opnieuw vertellen. Ze heeft het kunnen meenemen, haar plan. En dat bestond uit een tweetal grote flappen. Wie dat haar dochter is. En hoe dat ze kan aangesproken worden, hoe dat ze communiceert, wat er belangrijk is in haar leven, voor wat er voor haar nodig is. En het feit dat die 2 flappen daar in de ziekenhuiskamer lagen, verpleegkundigen, die zijn daar beginnen over praten. Met elkaar, maar ook met mensen die daar op bezoek kwamen, met de mama. Het feit van niet altijd opnieuw je verhaal te moeten vertellen. Ik zei al, ook bij ons in ons gezin,
6, 7, 8 hulpverleners, altijd opnieuw een intake. Hè. Op het moment dat je daar kunt zeggen, ik heb iets uitgewerkt, ik heb een proces gedaan, ik heb mijn eigen plan. Kijk, ik nodig jou als hulpverlener uit, jij komt erbij, ik betrek jou bij mijn leven. Het is niet jij die mij betrekt bij mijn zorg, ik betrek jou bij mijn leven. Dat is ook de shift. En jij kunt zien als hulpverlener, maar dat is een dialoog natuurlijk, wat die kan betekenen in mijn plan, in mijn doelen, wat ik wil. Maar ik zeg nog een keer, het is een dialoog. Ik spreek graag over dialooggestuurde zorg, want ik denk inderdaad ook de hulpverlener heeft ook zijn expertise en heeft ook zijn bijdrage, zijn visie. En daar moet die klik ontstaan natuurlijk. En ik denk, als je tijd neemt, dan komt er ook wel een klik, meestal. En dan win je de tijd ook, inderdaad ook nadien, omdat je dan veel betere aansluiting vindt ook. Zeker als je dan denkt dat geïntegreerde zorg, als er meerdere diensten over de vloer komen. Ja, mooie illustratie, Geert. Véronique, je vois que vous prenez le micro. Oui, moi j'avais envie de repartir d'une expérience qui existe, que sûrement pas mal d'entre vous connaissent, c'est Buurtzorg, qui sont le groupement d'infirmiers et d'infirmières aux Pays-Bas, qui ont montré qu'on pouvait faire des économies. Je vais reprendre aussi ce que M. Heymans avait dit dans la petite vidéo tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un infirmier qui travaillait au domicile, dans un service tout à fait classique qu'on retrouve aussi en Belgique, où on réfléchissait à rester rentable, puisque c'est la réflexion au niveau économique que l'on a toujours, où on a mutualisé pas mal de choses, où on a déresponsabilisé pour ce faire aussi les infirmiers et les infirmières. Et puis, on a eu énormément de burn-out parce que le professionnel de santé ne retrouvait plus la vocation de prendre soin d'eux parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient là que pour donner des actes. Et puisqu'on est financé à l'acte, évidemment, il fallait qu'on soit le plus performant et efficace possible pour faire le plus d'actes possible, mais on ne réfléchissait pas du tout aux objectifs patients. Les personnes n'avaient même pas le temps de le dire. Et il y a un infirmier, Jos de Blok, qui a décidé de claquer la porte et qui a dit « Moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux retourner au sein du quartier et je veux travailler sur l'autonomie. » Et donc, quand on parle des objectifs de vie, en réalité, on a tous envie de rester le plus longtemps possible autonome dans nos choix et indépendant dans la manière dont on va mettre en place nos activités. Et lui, ce qu'il a proposé, donc il a recréé des petits groupements d'infirmiers et d'infirmières. Ils ont commencé par un seul, ils étaient 5 dans leur quartier. Et la première chose qu'ils allaient faire, c'est prendre la tasse de café. On va dire, prendre la tasse de café, est-ce que c'est prendre du temps, c'est perdre du temps? Mais lorsqu'ils prenaient la tasse de café, ils essayaient d'un peu comprendre la personne. Elle vit comment? Est-ce qu'elle connaît ses voisins? Est-ce que le coiffeur, comment elle fait? Parce que la personne a besoin de se sentir belle. C'est la santé aussi. Et comment est-ce qu'on recrée aussi du lien? Et comment est-ce qu'on retravaille à ce moment-là le projet de vie de la personne en partant d'une seule personne de référence aussi, puisque ça, c'était aussi l'attente des personnes. Et donc, ils se sont dit, on s'en fout de l'économie, nous, on travaille parce que ça a du sens. Et puis, on s'est rendu compte, au bout du cheminement, d'une part, c'est qu'il y a de plus en plus d'infirmiers et d'infirmières qui ont abandonné le système classique avec l'approche et le management socio-économique, si je peux me permettre, et qui se sont dit, mais nous, c'est ça qu'on veut, et qui sont venus rejoindre ces groupements. Et il y a quelques années, ils étaient plus de 10 000, donc c'était plus des 2/3 des infirmiers et des infirmières, et ils faisaient des économies. Les économies ont été tout à fait calculées de manière différente, c'est que 40% des actes qui étaient prescrits par les médecins pour permettre à la personne de conserver son autonomie ou de redevenir autonome n'avaient pas dû être utilisés parce que la personne était restée autonome ou était redevenue autonome beaucoup plus vite parce qu'on l'avait responsabilisée, elle était devenue actrice et elle avait envie de faire de l'art floral et donc elle a retrouvé une joie ou elle a conservé une joie dans sa vie. Et je pense que là, c'est un exemple qui existe depuis des années, qui est fabuleux et qui montre que l'économie peut être trouvée également en prenant le temps. Merci, Véronique. Ik heb nog wel een, denk ik, tekenend voorbeeld uit ons werk. Een collega van mij die bij slachtofferhulp werkt, waar wij slachtoffers begeleiden van bijvoorbeeld verkeersongevallen, maar ook mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
zij begeleiden dus een vrouw die slachtoffer was van huiselijk geweld. Haar partner was zeer agressief. Die vrouw kwam elke keer met nieuwe verwondingen aan op dat gesprek. Dus haar eerste reflex was, die vrouw die moet zo snel mogelijk een klacht indienen en uit die situatie kunnen stappen. Dus dat was het eerste doel waar zij aan gingen werken. Dat is ook gelukt. Zij heeft die vrouw kunnen overtuigen om effectief klacht in te dienen. Die man die is de gevangenis ingegaan. En die situatie maakte dat die vrouw compassie kreeg met die man. En ze miste die man, want die zorgde ook wel voor heel veel in het huishouden en voor de kinderen, wat best wel zwaar was. Die relatie was sneller terug bezig dan dat ze geëindigd was. En die vrouw kwam opnieuw bij mijn collega, opnieuw met verwondingen. En toen heeft ze dat over een andere boeg gegooid en gezegd van ja, ik weet niet goed meer wat ik nu nog moet doen. Ik zie u weer elke keer terugkomen. Ik maak mij oneindig veel zorgen om u. Maar zeg eens, wat moeten wij nu eigenlijk doen? Waarop dat ze het heel anders aangepakt hebben. En dat die vrouw zei, eigenlijk, dat is niet zo belangrijk, maar mijn kinderen, daar maak ik me. Ik wil iets, mijn kinderen, dat is onveilig, dat is niet oké. En ze zijn aan de slag gegaan om veiligheidsplannen te maken. Wat doen we, wanneer zien we dat die agressie eraan komt? Hoe kunnen we die kinderen in veiligheid brengen? Dat die vrouw ook nog altijd geslagen werd, was op dat moment nog minder prioritair, omdat dat ook was wat die vrouw zei. Maar het feit dat ze daarmee aan de slag konden, heeft gemaakt dat die vrouw in begeleiding gebleven is en achteraf ook een veel duurzamere oplossing gevonden heeft, daar sterker uitgekomen is en wel uit die relaties kunnen stappen en daar ook lessen uit geleerd heeft voor volgende relaties over zichzelf, hoe dat zij daarin staat, wanneer dat zij in een niet zo goede relatie terecht zou komen of zo. Dus ik denk dat dat veel effectiever is om daarbij te blijven, maar dat gaat soms ook wel in tegen onze reflex als persoon, wat er straks ook reddersreflex bijvoorbeeld. Dat is het eerste wat je wilt doen, hè. Die vrouw moet in veiligheid komen. Dus ik denk dat dat heel menselijk is, maar het is pas toen dat we naar die vrouw gaan luisteren zijn en echt aan de slag gegaan zijn met waar zij naartoe wou, dat er verandering gekomen is in de situatie. Ja. En dat is misschien een mooie springplank voor een volgende vraag voor onze andere panelisten. Waarschijnlijk zijn jullie soms geconfronteerd inderdaad met dat ethisch dilemma tussen efficiënt weten wat dat er zou moeten gebeuren, is het als verpleegster, als huisarts. Hoe maak je de keuze tussen wat dat de patiënt wil en wat dat eigenlijk medisch het meest verantwoord is? Ik kan me inbeelden dat dat met de jaren ook gemakkelijker wordt, maar dat dilemma tussen efficiëntie en effectiviteit, maar ook tussen wat was de medisch juist en wat is menselijk juist. Thierry, je vois que vous preniez votre micro peut-être. Si ça vous va de réagir. Je me sens un peu visé. Je voulais juste, parce que c'est un peu une réponse aussi, je pense que cette question du temps, elle pose aussi la question de la notion d'urgence. Et pas urgence. Alors quand on dit ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps pour qui ? Et forcément, ça prend du temps par rapport à ce que j'imagine être nécessaire pour le faire. Hier, je discutais avec un collègue qui me consultait parce qu'il voulait absolument voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour organiser un sevrage pour un patient. Ça fait son 4e ou 5e point qu'il est hospitalisé pour faire un sevrage. Et ils envisageaient éventuellement de faire un sevrage en ambulatoire, donc à domicile. Et donc, ils voulaient me voir pour voir un peu quel type de traitement il fallait faire. Il faut savoir que dans les problématiques d'addiction, il y a 70% de rechute dans l'année qui suit une hospitalisation pour sevrage. Donc c'est énorme. Donc c'est un coût énorme. Et puis la question que je lui pose, c'est dit, mais vous voulez organiser un sevrage à domicile, ok, mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Et il était un peu scié parce qu'en fait, parce qu'il y a urgence, parce qu'il est reconsommé, parce que de nouveau il ne va pas bien. J'ai dit, mais où va-t-on pour prendre le temps de questionner le sens de ces rechutes ? Qu'est-ce qu'il dit, en fait ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'ils nous disent éventuellement avec la famille et tout l'entourage qu'il y a ? Qu'est-ce qui va en fait créer une motivation suffisante pour que quelque part il n'y ait pas de rechute, parce que arrêter de boire, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de pas recommencer. Et donc, qu'est-ce qui va être vraiment un élément moteur ? Et alors, il m'a répondu, et quoi, il
faut déjà travailler ça avant le sevrage. Je dis ben, oui, ou peut-être en même temps, ou concomitamment, mais en tout cas déjà mettre des pistes, parce que sinon, après, ben, ça devient plus compliqué. Voilà. Alors, par rapport à la question de voilà, comment cette confrontation entre objectifs de vie et objectifs de soins, je pense que pour moi, quand même, il y a un élément important en tant que soignant, c'est que je ne dois pas me substituer à être, je sais pas moi, un créateur d'événements ou je sais pas moi, une agence de voyage, etc. Je dois rester dans ma posture de soignant, mais je dois pouvoir entendre que quelque part le soin ou ce que le patient désire re-questionne ma vision du soin. Hein. J'ai un exemple comme ça, je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Donc, c'est un patient SDF, gros consommateur, avec 12 bûches par jour, ce qui fait 12 degrés chaque bière, plus 80 mg de méthadone, il vit dans un squat, etc. Il est hospitalisé un jour pour une autre raison, et je dis, ouais, super, il est hospitalisé, donc je vais demander qu'il y ait un transfert pour qu'il puisse aller dans le service de psychiatrie, pour qu'on prolonge et qu'on fasse un sevrage avec lui. Je demande absolument, et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, sauf que, donc quand je m'énerve un peu, j'obtiens quand même, enfin, on me dit, vous savez, voilà, il n'a pas vu le psychiatre, mais on a obtenu un rendez-vous avec le psychiatre le vendredi matin à 9h du matin. 9h du matin pour un patient alcoolodépendant de ce type-là, c'est quand même assez compliqué. Je dis, ok. Le mercredi, il sort de l'hôpital, à 5h, il vient à ma consultation, il est vraiment bien entamé au niveau consommation, donc il a bien chuté. Et il n'a pas son ordonnance de méthadone, et donc il vient pour ça. Et je lui dis, j'en profite, tu sais, tu as un rendez-vous, je vais venir te chercher. Je viens te chercher, je t'amène à l'hôpital. Et puis, le vendredi, je vais le chercher là où il habite, il n'était évidemment pas là, il était dans un squat, je vais le chercher dans son squat, je lui dis, écoute, tu te fous de ma gueule, ça va pas. Je lui fais un beau petit mot, je le dépose à l'entrée de l'hôpital. 3 quarts d'heure plus tard, je reçois un message du psychiatre qui me dit, vous savez, docteur Watley, j'ai vu votre patient. Et je pense qu'il est bien dans son alcool. Oui, d'accord. Et bon, je fais quoi, moi, avec lui? Il me dit, mais vous faites comme vous faites maintenant. Vous l'accompagnez dans son alcool. Honnêtement, ce jour-là, je pense que j'ai un peu râlé sur le psychiatre. Et en même temps, en y réfléchissant après, je pense qu'il avait tout à fait raison. Il avait raison parce qu'il m'a obligé, quelque part, à faire la part des choses entre ce qui était mon projet de soins et ce qui était le projet du patient. Et le projet du patient, je lui ai dit, mais écoute, alors, si c'est comme ça, en fait, toi, ton objectif, c'est d'être plutôt dans quelque chose de l'ordre du soin palliatif, quelque part. S'il avait un cancer au niveau de l'œsophage, etc. Il me dit, oui, moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, j'ai juste besoin d'avoir un lieu où je peux me reposer, je peux dormir, avoir une chambre où je suis sécurisé. Et on a pu mettre en place tout ce processus-là. Mais il a fallu que je fasse le deuil d'un projet personnel, sans doute, pour être à l'écoute du patient. Et puis, bon, il est décédé quelques mois plus tard, mais bien, sans doute. Voilà, donc, c'est compliqué comme question. Leen, Elisabeth, ik kan me inbeelden dat jullie ook af en toe geconfronteerd worden tussen als professional en dan als persoon en wat of de persoon wil. J'essaie de repasser en français, désolée. En écoutant la question, je pense qu'il n'y a pas vraiment un dilemme. C'est-à-dire qu'on a tous appris, alors je regarde un peu les cours qu'on a tous eus sur les droits du patient. Et le patient a le droit, la décision finale dans les soins qu'il va recevoir. Alors pour nous, c'est difficile parce qu'on a appris plein de choses à côté. Mais dans la même loi, dans les droits du patient, on explique que le patient doit être complètement au courant de ce qui va lui arriver. Alors nous, on pense surtout à ce que nous, on sait, donc à nos connaissances, aux connaissances médicales. Je pense que les objectifs de vie rajoutent aux connaissances que nous, on donne, les propres connaissances du patient. C'est-à-dire que le patient est forcé à prendre connaissance de ce qui est important pour lui. Parce que ce n'est pas toujours facile non plus pour le patient. C'est-à-dire que certains patients ne se posent même plus la question parce qu'ils ont été tellement habitués au fait que c'est nous qui décidons pour eux, qu'ils ne se posent même plus la question. Et je me suis rendu compte pendant les
conversations que j'ai eues en utilisant les outils et en m'asseyant avec une tasse de café et tout ça, que pour eux, c'était très intéressant de eux-mêmes se poser la question de ce qui était important, parce qu'en fait, ils ne s'étaient même pas posé la question. Et qu'à partir du moment où le patient nous donne ce qui est important pour lui, et que, en connaissance de cause, en connaissance de nos connaissances, c'est-à-dire les connaissances plus scientifiques, et les leurs, c'est-à-dire ce qui est important pour eux, ils prennent une décision. Si ça ne contredit pas ce qui est important pour nous, parce qu'on ne va pas faire des actes qu'on ne veut pas faire, je pense que la décision reste au patient et qu'il n'y a pas vraiment de dilemme de ce côté-là. Tout en faisant, et ce qui était intéressant pendant l'explication là tout à l'heure, il faut qu'il y ait un équilibre et que le soignant, donc les objectifs qui soient décidés, que le soignant soit d'accord. C'est-à-dire que si certains actes, on ne peut éthiquement pas les faire, qu'on explique au patient au moment où il nous pose la question qu'on ne puisse pas les faire. Mais je pense que, comme tu expliquais là tout à l'heure, en décidant de ne pas suivre son plan à soi, mais suivre le plan du patient, même si on avait une autre idée en tête, pour moi, il n'y a pas vraiment de dilemme. C'est pas très clair la fin, mais... C'est aussi important dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est important aussi en tant que soignant ou accompagnateur aussi de pouvoir mettre ses propres limites aussi. Et donc on reste dans la co-création entre ce que la personne veut et effectivement je ne me substitue pas à ce que la personne veut, mais en même temps j'aimais bien ce que tu rajoutais de dire aussi je dois aussi me respecter dans mes valeurs et mes limites dans ce qui est demandé. Je peux juste rajouter encore un élément. Ce qui est parfois un dilemme, c'est pas tellement entre la relation soignant-patient, mais c'est lorsqu'on est dans un truc pluridisciplinaire où je peux avoir, moi, dans le contact que j'ai avec le patient, quelque chose où je suis relativement clair, mais pour d'autres soignants où ça vient toucher dans leur représentation, dans leur paradigme. J'ai eu une situation comme ça, on a eu une situation où un patient était gros consommateur et problématique psychiatrique, et où à un moment donné, dans un processus de sevrage où le patient voulait pouvoir arrêter, mais il était incapable de gérer sa consommation et même de gérer une diminution, j'ai dit, mais en fait, sa boisson, il l'utilise un peu comme un médicament. C'est son médicament qui stabilise. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les infirmières de la maison médicale apportent sa dose d'alcool tous les jours? C'était complètement fou comme histoire. Mais elles ont accepté. Elles ont accepté, ce qui a permis en fait à ce patient de diminuer sa consommation. Mais régulièrement, elles me questionnaient, mais en disant, mais enfin, ça va pas, on est dealer ici, on est en train de participer à sa consommation. Et ça a vraiment été une espèce de négociation, de discussion avec le patient, avec le psychiatre qui nous suivait en disant que c'est complètement fou, mais je vous suis. Et donc voilà, ça a vraiment été une tension comme ça. Et à un moment donné, on a arrêté le processus parce qu'il avait quand même recommencé. Donc, OK, on s'est dit, on s'arrête. Mais c'est être dans ce processus, oser quelque chose d'une création, en sachant qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en étant aussi respectueux de ce que l'autre vit. Moi, je ne pouvais pas mettre à mal les infirmières au niveau de la structure. Donc, constamment, il fallait qu'on re-questionne ça et qu'on revoie le processus. En dan Leen als laatste op deze vraag en dan zullen we een laatste rondje, laat ik jullie nog 1 minuut het woord aan ieder van de panelleden voordat we afsluiten. Het ging over, zit je soms met een spanning, een ethische spanning tussen? Ja, ik was de hele tijd aan het denken, dat is voor mij echt de kracht van in een interdisciplinair of in een team te werken, omdat het kennen van uw grenzen en het weten van in mijn professionele identiteit, hoe ver gaan we, waar staan wij voor, welke zorg bieden wij, dat is iets wat je nodig hebt om in die doelgerichte zorg te kunnen staan en om in die onderhandeling, mag ik het niet noemen, om in dat gesprek te gaan met een patiënt. En dat zie ik binnen ons team gebeuren, maar ook buiten ons huis, dat een enorme kracht geeft als je dat binnen een team kunt afstemmen van waar staan wij voor. En ik denk ook de kunst van het loslaten. Soms komen de doelen niet overeen. En dat mag ook. Dat is ook oké. Dankjewel.
Laatste rondje van ieder van jullie. Misschien nog iets dat jullie aan dit publiek willen meegeven in 1 minuutje. Dat is gezegd van misschien een eerste stap die mensen kunnen zetten of een stapje verder. En ik weet niet wie dat er als eerste iets... Ik zal eerst gaan dan. Ik heb misschien een... Ah oui, j'étais en train de parler français, désolée. Oh là là. Désolée. Oui, on parle... Oui, voilà. Donc, je repasse en français. Peut-être une idée pour faciliter, pour mettre en place cette idée des objectifs de vie. Je me suis rendu compte en allant parler avec les patients que les idées qu'on a sur justement les personnes pour lesquelles on est là, donc nos patients, sont parfois tout à fait fausses. Et les idées qu'on a à l'avance de comment ça va se passer et de la difficulté qu'on aura à parler avec eux, à utiliser les outils et à commencer la discussion. Si j'ai un conseil, et c'est un peu ce que Véronique disait là tout à l'heure, c'est de prendre un café, de s'installer calmement avec la personne, d'enlever un petit peu les barrières soignants-patients, en expliquant clairement ce qu'on vient faire et peut-être en utilisant les outils pour qu'ils aient quand même l'impression qu'on est en train de faire quelque chose autour du soin, sinon ils sont un peu perdus. En tout cas, les miens, c'était leur grosse peur au départ. C'est qu'est-ce que vous allez faire là? Mais de s'asseoir, de commencer à parler, de leur poser peut-être une des questions qui était sur le slide là tout à l'heure, ou utiliser un outil, et puis les laisser parler. Et j'ai remarqué qu'un patient se sent généralement pas écouté, et donc de lui donner la parole, ça fonctionne très bien. C'est peut-être plus dur de les arrêter que de commencer. Parfois, c'est peut-être intéressant de diriger la discussion un petit peu quand il y a quelque chose d'intéressant et on peut participer, mais de les laisser parler, on apprend énormément de choses et on se rend compte qu'on faisait peut-être pas mal de choses dans le mauvais sens depuis un long moment, juste parce qu'on n'avait pas laissé le temps de dire ce qui était important et ce qui finalement clochait, par exemple. Parce qu'on a plusieurs situations dans lesquelles on avait l'impression d'être coincé avec certains patients parce qu'on avait l'impression qu'ils ne nous aidaient pas, qu'ils n'étaient pas compliant, comme on dit. Et quand on va discuter avec eux, on se rend compte qu'en fait, il y a des raisons, parce qu'ils ont des besoins dont on n'était pas au courant. Et qu'en utilisant ça comme départ, on débloque même des situations. Donc ça reprend un petit peu le côté temps de là tout à l'heure. On gagne du temps parce qu'on est là avant que le problème ne se déclenche, ou après si on le fait plus tard, mais on le prend d'une manière complètement différente, ce qui fait qu'on a d'autres vues. Voilà. Merci Elisabeth, merci. Quelqu'un d'autre qui va... Moi, j'avais envie d'arriver avec un autre plan et de parler peut-être plus au niveau organisationnel et de se dire que si on veut avoir une approche orientée patient, on doit avoir cette approche aussi au sein de l'équipe et au sein de l'organisation en fonction de où on est. Et que c'est important aussi d'interroger l'équipe en disant quel est ton projet de vie professionnelle, quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu as besoin aussi dans l'équipe pour t'épanouir, quels sont tes manquements dans ce que tu retrouves maintenant, parce que je pense qu'on parlait de formation, etc. C'est peut-être la première formation à avoir. Et j'encourage tout un chacun au niveau où il est de peut-être réfléchir à ça. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui ça m'a permis d'évoluer et de réfléchir en se disant oui, je sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ben non, c'est comment est-ce que l'on co-construit. Et on doit aussi le co-construire en équipe. Et le projet va évoluer aussi parce qu'on disait que c'était... quelque chose qui évolue. Les objectifs d'une équipe évoluent aussi et on doit constamment ressolliciter l'équipe et les professionnels pour qu'eux aussi aient l'impression que leur projet de vie soit atteint. Ce sera la meilleure manière pour qu'après ils puissent proposer aux personnes aussi de réfléchir sur leur projet de vie et leur projet de vie commun.
Voilà. Merci Véronique pour ce compliment. Geert? Ik wil even aansluiten, als ik het goed begrepen heb van mijn Franse collega. Ik vind dat mooi, want bij ons ook, is ook de vraag, wij maken altijd plannen voor mensen. Hè. En de vraag is ook, wat is het plan voor de hulpverlener zelf? Hè? Wat wij doen in ons team is ook kijken van, wat heb jij nodig? Hè? En hoe kunnen we jou daarbij helpen? En ook die vragen duidelijk krijgen. Zo van, ook vanuit die identiteit van, als je in die job staat, van ook voldoende tijd te nemen, dat je daar ook een stuk in ondersteund wordt. En dat je daar ook je talenten kunt in gebruiken, ook de nodige vorming krijgt, de nodige aandacht ook. Hè. En op zich een plan maken voor hulpverleners zelf, dat is ook wel boeiend. Hè. En het tweede, ik vind het een beetje moeilijk, adviezen wil ik hier niet geven, want dat is een beetje gevaarlijk adviezen geven, maar we zien ook van dat er toch soms doelgericht werken in een 1-1 situatie. Ik heb daar vragen bij. Hè. Ik vraag me af van, het is toch hoe dat wij werken als je nu in zo'n situatie tussen professional en cliënt, als je nu 1 iemand erbij kunt hebben, een liefst een niet-professional, die ertoe doet, die betrokken is, dan krijg je een heel andere flow in je gesprek. En dan ga je veel meer in de richting van meer faciliteren van vragen stellen dan echt het gaan adviseren vanuit je eigen kennis. Want ik denk dat wij allemaal hulpverleners zijn, we zijn allemaal goed opgeleid. Op het moment dat je een cliënt voor je krijgt met vragen, dan beginnen de radertjes te werken. En dan begin je misschien heel vlug in adviezen te gaan, in helpen, in redden. En net kunnen achteruit zitten en daar even buiten staan, omdat er daar nog anderen rond de tafel zitten die persoon goed kennen en daar ook goede vragen stellen, dan krijg je veel boeiender perspectieven. En wat ik ook wel al geleerd heb in mijn loopbaan, dat is dat de oplossingen die mensen zelf vinden, dat die veel duurzamer zijn. Ja. Ja. Dankjewel, Geert. Willen jullie nog iets meegeven? Ik wil misschien nog aanvullen dat we, ook al hebben we de allerbeste intenties en is iedereen het erover eens dat we doelgericht willen werken en interdisciplinair, dat is een beetje op hetzelfde niveau, er niet van uitgaan dat dat iets is wat organisch wel blijft bestaan. Ik denk dat inderdaad iemand het moet levendig houden, een aantal mensen aan die kar moeten blijven trekken, het vuur af en toe wat nieuwe houtblokken toegooien. Ja, je moet er blijven energie in steken. Ik denk, wat ik nog zou willen toevoegen is, wij werken vaak met mensen die aan het overleven zijn, vragen wat is uw doel in uw leven of waar wilt jij volgend jaar of over 5 jaar staan? Dat gaat niet vanavond, morgen, volgende week misschien. En zoals ik eerder ook al zei, mensen die weinig gezien worden verder. En dan is het voor mij heel belangrijk om als hulpverlener zelf te blijven aan uw open houding te werken en te blijven zoeken van wat is mijn waardekader, hoe kijk ik naar de wereld en wat zijn mijn vooroordelen ook, om zo open genoeg te kunnen zijn naar uw cliënt toe, om zo echt achter die vraag, achter de vraag te kunnen geraken. Ja. Dank je wel. Et Thierry? Alors, oui, moi je te rejoins assez bien en disant que c'est compliqué de donner des conseils. Et voilà. Déjà, le terme qu'on est un panel d'experts, c'est impressionnant. Ça. Vous êtes déjà expert de vous-même, hein, c'est déjà... Oui, alors je préférais le terme d'expérimentateur. Moi, je suis un expérimentateur du Goal Objective Care. Et donc, en fait, c'est jouissif. Ça, j'ai envie de dire. En fait, c'est jouissif. D'expérimenter ça, c'est jouissif. Et comme c'est un processus, ça va forcément passer par des phases d'échec et de réussite, et que l'échec n'est jamais quelque chose de catastrophique. Et au contraire, même si c'est un échec, c'est peut-être parce qu'on a été trop gourmand, l'un et l'autre, l'un et les autres, quelque part, et qu'il faut juste réajuster le processus, puisqu'on est en marche. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est une création perpétuelle. C'est chaque fois une œuvre d'art. Chaque suivi, chaque construction de plan de projet devient une œuvre d'art en elle-même, y compris à tous les niveaux. Je veux dire, quand on va négocier avec la région wallonne, c'est aussi une espèce de création artistique parfois. Parfois pas. Mais ça n'empêche, c'est en étant dans un partenariat aussi à ce niveau-là qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut se lancer et puis
De toute façon, si on ne fait rien, ça sera pire, donc autant avancer. Merci Thierry, je pense que c'est une belle conclusion. Bedankt aan onze panelleden voor deze prachtige getuigenissen en delen van ervaringen. Ik denk dat we ze even mogen applaudisseren nog. Bedankt ook aan al onze sprekers van deze voormiddag en ook alvast aan deze van deze namiddag in jullie groepsessies. En voordat jullie naar buiten lopen met een hongerige maag, nog even twee praktische informatie. Quelques informations pratiques pour clôturer cette matinée. Les différents écrans qui seront un peu éparpillés vous indiqueront les lieux de votre atelier de cet après-midi. Alors, on va commencer un quart d'heure plus tard. Donc, les ateliers commenceront à 14h, ce qui fait qu'on terminera la journée à 16h15. Comme ça, vous avez le temps de manger à votre aise et d'échanger. Tous les orateurs que vous avez vus seront encore présents pendant le lunch. Veuillez remettre votre casque et le boîtier à une des personnes qui est à la sortie. Et ces différentes personnes sont également là pour être disponible pour vous si vous avez des questions pratiques. Et sur ce, je vous souhaite un excellent déjeuner et un après-midi enrichissant. Merci à vous.